Quand j'étais petite fille, vous savez, on se disait c'est mieux d'être un garçon ou c'est mieux d'être une fille ? Eh bien moi, je pensais que c'était mieux d'être une fille, parce que c'était plus difficile. Il y avait quand même plus d'embûches, plus d'obstacles sur un parcours, avec des responsabilités, comme porter des enfants, ou des choses difficiles à gérer chaque mois, comme les menstruations. Et je me disais, petite fille, si je réussis, je mériterai encore plus. Et donc, dans cet état d'esprit, j'ai toujours pensé que les femmes avanceraient parce qu'elles le méritaient, en fait. C'est pour ça que ce pouvoir, eh bien, il fallait pas attendre qu'on nous le donne. Il fallait aller le chercher, il fallait provoquer les occasions, les opportunités et faire la démonstration par la preuve de notre mérite. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Judith. Bonjour Nelly. Vous avez une carrière impressionnante, tant dans le privé que dans le public. Pour ne citer que quelques-uns de vos postes, vous avez été directrice écologie et stratégie chez Ingérop, directrice projet renaturation, restauration et compensation au ministère de l'écologie, énergie et des territoires, DG adjointe de IDVRD, DG de ISS France, directrice de la transformation de Engie, DG de CCI France et directrice de 2 cabinets ministériels. Vous êtes aujourd'hui administratrice chez Séquence et Clini. Et vous êtes également la première femme que je reçois qui s'est formée dans l'agriculture avec un diplôme d'ingénieur. Je suis ravie de vous recevoir. Et pour démarrer, j'aurais souhaité connaître votre vision du pouvoir. Merci Nelly. Vaste question pour démarrer. Bah oui. Le pouvoir tel que je le conçois, ce n'est ni une position, ni un privilège. Ok. Mais plutôt une capacité d'action et d'entraînement. Pour moi, c'est la faculté de rassembler, d'inspirer et de transformer une vision en réalité. J'ai toujours vu le pouvoir comme un levier. Okay. Un levier pour faire avancer des projets ambitieux, que ce soit, comme vous l'avez dit, dans le secteur public ou dans le secteur privé. Alors, je sais, bien sûr, qu'il y a une vision très traditionnelle du pouvoir, très descendante, verticale, dans le contrôle. Mais pour moi, le vrai pouvoir, ce n'est pas ça. Le vrai pouvoir réside dans l'intelligence collective, dans la capacité à fédérer les expertises et à construire une dynamique commune. Moi, j'ai eu l'occasion de manager des équipes très exigeantes, très nombreuses, composées d'experts, de sachants. Et Nelly, je peux vous assurer qu'une décision ne tient que si elle est comprise et portée collectivement. Alors, je sais qu'on va en débattre parce qu'on en a parlé déjà, mais les études montrent que les entreprises dirigées par les femmes affichent plutôt une meilleure performance. Ou du moins, on est certain qu'elles favorisent une approche plus inclusive et plus collaborative. Et pourtant, en France, on n'a que 22% des femmes à la tête d'entreprise et on n'a que 10% de femmes à la tête de gouvernements partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de travail encore. Mais j'ai envie d'être très honnête dans notre échange. Et en fait, moi, je pense que le pouvoir ne se donne pas. Il se prend. Ok. Et il se transforme. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à faire tous ensemble pour le faire évoluer dans le sens d'un pouvoir collectif. Comment vous dites « il se prend », c'est-à-dire comment vous l'avez pris le pouvoir dans vos différents postes ? Alors, j'ai longtemps pensé que être une femme nécessitait d'être encore plus méritante. Pour être très simple, quand j'étais petite fille, vous savez, on se disait c'est mieux d'être un garçon ou c'est mieux d'être une fille ? Eh bien moi, je pensais que c'était mieux d'être une fille, parce que c'était plus difficile. Il y avait quand même plus d'embûches, plus d'obstacles sur un parcours, avec des responsabilités, comme porter des enfants, ou des choses difficiles à gérer chaque mois, comme les menstruations. Et je me disais, petite fille, si je réussis, je mériterai encore plus. Et donc, dans cet état d'esprit, j'ai toujours pensé que les femmes avanceraient parce qu'elles le méritaient, en fait. C'est pour ça que ce pouvoir, eh bien, il fallait pas attendre qu'on nous le donne. Il fallait aller le chercher, il fallait provoquer les occasions, les opportunités et faire la démonstration par la preuve de notre mérite.
Ça, c'était le début de ma vie. On y reviendra. Et finalement, ça a suivi, non ? Puisque... Oui, c'est vrai. C'est vrai que si on regarde mon parcours, je peux être fière et je suis allée le chercher, ce pouvoir. Mais tout le monde n'a pas obligatoirement la chance, les opportunités et puis la force aussi. Et moi, longtemps, j'étais pas favorable au quota. Je pensais que le mérite suffirait à faire la démonstration. Que ma génération, la génération précédente et surtout les générations suivantes, elles sauraient changer les choses. Ces siècles, cette éternité où la femme a toujours été considérée différemment et de façon inférieure à l'homme. Mais en réalité, si on veut changer rapidement les choses, il faut un peu d'aide. Et donc moi qui n'étais pas pour les quotas, maintenant, je suis beaucoup plus ouverte à cette réflexion parce que la moitié de l'humanité est composée de femmes, même un petit peu plus, on le sait. Et il est normal que la moitié des postes à responsabilité reviennent aux femmes. Donc, à la fois, oui, il se prend dans ma vision, dans mon expérience, mais aujourd'hui, je suis plus ouverte en me disant qu'il peut aussi être donné à des femmes. Alors, vos premiers postes de direction, c'était dans les ministères. Si je me souviens, c'est ministère des Sports et ministère de l'Écologie. Alors, je ne sais plus quel nom il avait à l'époque, mais c'est à peu près l'idée. Directrice de cabinet, je crois qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes. J'ai pas les stats, mais en général, il y a beaucoup. Après, dans la société et le mythe populaire, c'est la femme derrière l'homme, donc tout va bien. Directrice de cabinet, on est sur les bons stéréotypes et les bons mythes. Malgré tout, c'est quand même une place à prendre. Vous l'avez eu assez tôt dans votre carrière. Comment ça s'est passé pour vous, pour être allé chercher ce pouvoir, du coup, en plus dans la politique? Donc, comment vous êtes allé le chercher et puis après, comment vous l'avez pris surtout? Alors, d'abord, comme vous l'avez dit, Nelly, j'ai commencé ma vie dans le secteur public. J'ai occupé de nombreux postes sur le terrain, en département, région, en administration centrale. J'ai été directrice de l'eau et de la biodiversité. Et c'est vrai que sur ces 15 années passées dans le public, j'en ai passé 7 en cabinet ministériel. Alors, beaucoup sur l'écologie ou l'agriculture. Et j'ai fini effectivement au sport. Et en fait, c'est une énorme chance. Parce que le secteur public est beaucoup plus ouvert à la parité. Et moi, j'ai fait des études maths bio. Donc, j'ai intégré une école d'ingénieur agronome, l'AgroParisTech, puis après une école du génie rural des eaux et forêts, devenue aujourd'hui les ingénieurs des ponts des eaux et forêts. C'était déjà une voie où on était à parité, en fait, entre les hommes et les femmes dans l'école. Okay. Mais honnêtement, toute ma carrière dans le public, je n'ai jamais souffert d'une différence. On a des femmes au plus haut niveau, on a des femmes ministres, bien sûr, on a des femmes directrices de cabinet, on a des femmes directrices d'administration centrale, directrices d'établissements publics. Et je ne l'ai jamais vu comme un frein dans le déroulé de ma carrière. Donc, dans toutes ces années passées au service de l'État, le pouvoir, il se prend dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire au mérite, en fait. À force d'agir, à force de porter des projets, de les faire aboutir avec ce à quoi je crois, vous l'avez compris, l'intelligence collective, d'embarquer, vous avez des résultats qui sont remarqués et on vous appelle pour un poste suivant avec plus de responsabilités. Et en réalité, sur ces 15 années, j'ai jamais fait de démarche pour trouver un poste. On est toujours venu me chercher. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on est venu vous chercher ? Je vais préciser ma question quand même. Parce que la façon dont vous me le dites, on a l'impression qu'il n'y a pas de politique dans la fonction publique. Moi, ça me laisse perplexe. Je vous avoue que... Alors, vous avez dit qu'il y a des ministres femmes. C'est vrai, après, si on regarde les quotas... On a très bien vu, ok, on est à parité au niveau du ministère, mais elles sont quand même beaucoup secrétaires d'État et pas beaucoup ministres. Un peu ministre adjointe, mais... Et on a une ministre régalienne qui était quand même ancienne Premier ministre, donc c'est pas n'importe quelle ministre régalienne en ce moment. Donc voilà, donc quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de politique dans la fonction publique, donc ça me laisse un peu perplexe. Je vais pas dire qu'on va pas chercher les gens au mérite, évidemment, ça fait partie du jeu, mais on va aussi chercher certains profils où des gens qui font pas de vagues, c'est pas le terme que je cherche, mais qu'est-ce qui fait selon vous qu'on est allé vous chercher, vous, indépendamment de vos réussites, parce que je pense qu'on va pas chercher une femme si elle réussit pas. Mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on va chercher certaines femmes et pas d'autres, parce qu'il y a aussi des femmes qui réussissent et qui sont jamais prises. Il y a certains critères de personnalité qui font qu'on réussit ou pas. Voilà. Je sais pas si la question est trop large. La question est complexe et avec beaucoup de dimensions. Voilà, je vais essayer de retracer. Je me souviens quand je suis nommée directrice de l'eau et de la biodiversité, j'ai un camarade du corps avec qui j'ai échangé depuis des années. On a été à un moment en poste dans le même ministère. Et il m'appelle et il me dit, mais en fait, t'as ce poste parce que tu es une femme. Ah. Et vous voyez, en y repensant, j'ai oublié de lui dire à ce moment-là que
3-4 années avant, nous étions sur le même poste en compétition pour intégrer un cabinet ministériel en tant que conseiller. Et c'est lui qui avait été choisi. Pas une seule seconde, je l'ai appelé en lui disant, enfin ça serait venu à l'esprit de l'appeler pour lui dire « Non mais je sais, tu as été choisi parce que tu es un homme. » Ce qui était possible en plus, accessoirement. Peut-être. Mais maintenant que vous le dites, effectivement, je ne veux pas édulcorer mon passé et penser qu'il y a un monde, le secteur public, où on valorise les femmes comme les hommes de la même façon. Vous avez raison quand même, Nelly. Il y a toujours des biais, et bien sûr aussi dans le secteur public, où la politique est très présente. Vous avez raison, mais je ne peux pas dire que la politique n'est pas présente dans certaines entreprises du secteur privé, où c'est une politique très personnelle dans ce cas-là. Tandis que dans le secteur public, bien sûr, il y a des jeux de pouvoir, des jeux personnels, mais il y a quand même de l'intérêt général, de la politique publique qui doit servir le collectif et qui est un intérêt supérieur à toute chose. Mais vous avez raison. Il ne faut pas embellir le tableau. Il n'y a pas encore suffisamment de femmes au plus gros postes, que ce soit les ministres d'État ou les ministres pleins, que ce soit les directions générales d'administration centrale. Vous avez 100% raison. Moi, je pense quand même qu'il y a une dimension de chance, de rencontre aussi. Si à chaque fois on est venu me chercher, bien parce que c'était des personnes que j'avais pu croiser et qui à un moment ont été en position de décider et qui m'avaient vu œuvrer, qui avaient vu les résultats, qui avaient constaté ma façon de travailler. Je pense par exemple à un homme que j'admire, qui est pour moi, qui a été un de mes chefs, voilà, qui a été directeur de cabinet de Dominique Bussereau, un des ministres pour lesquels j'ai travaillé. J'étais conseillère technique et quand il est devenu directeur de cabinet de Michel Barnier, il s'agit de Michel Cadot, ancien préfet de région Île-de-France et délégué au JO, qui est un homme d'État d'une puissance incroyable, eh bien, il m'a appelée pour être sa directrice adjointe de cabinet. Donc, c'est vrai, là, j'avais 34 ans, c'est très jeune, mais c'est parce qu'il m'avait testé pendant 3 ans avant, peut-être, voilà. Vous avez raison, c'est aussi le fait d'avoir croisé le chemin de personnes qui, ensuite, pensent à vous. Et d'avoir fait vos preuves quand même, c'est ce que vous dites. Vous avez été testé quand même en 3 ans quand même. Après, il y a quelque chose dans la fonction publique et après on passera au privé. Pour y avoir travaillé un petit peu dans certains ministères et ils sont tous très très différents en plus. On peut pas dire qu'il y en a un comme l'autre, plus qui est similaire à l'autre, parce qu'ils ont leur propre culture. Mais malgré tout, il y a quand même des choses en commun. Un, l'intérêt général. Évidemment, l'intérêt public, vous l'avez dit, quand même très fort. Et heureusement, j'ai envie de dire. 2, surtout, il y a beaucoup de femmes parce que c'est un entrée par concours. Très simplement. Et les femmes réussissent mieux que les hommes sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on le sait, en termes de stats. Donc, il y a facilement plus de femmes. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même les nommer. C'est très bête, mais voilà. Non, vous avez raison. Et la dernière chose, il y a une compétence, je trouve, qui est particulièrement prisée dans le service public, et vous me contredisez si j'ai tort par rapport au secteur privé, qui est la capacité de négocier avec les syndicats. J'ai l'impression que même si c'est important dans le privé, dans le public, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement bien mis en avant si on arrive à bien discuter avec les syndicats. J'ai l'impression que vous êtes plutôt d'accord. Ah, je suis à 100% d'accord avec tout ce que vous dites. Vous avez raison. De toute façon, le vivier est plus important, et à haut niveau, puisque, comme vous l'avez dit, c'est par concours qu'on intègre les différents corps d'État. Donc, de fait, il y a des femmes au départ, sur la ligne de départ. Mais vous avez raison de souligner ce dialogue social, ce dialogue avec les parties prenantes, cette négociation avec les représentants du personnel ou les représentants des professions, en fait. Parce que moi, j'ai eu justement dans ce poste de 3 ans à mettre en œuvre une politique agricole réformée, qui était une transformation culturelle extrêmement violente pour, à l'époque, 600 000 agriculteurs, puisque on passait d'aides liées à la production, c'est-à-dire plus je produis, plus je suis payé par les aides européennes, à des aides forfaitisées. Et pour un agriculteur, ça voulait dire, je monte ou pas dans mon tracteur, je produis ou pas, je nourris ou pas la France, je suis payé. Et donc ça chamboule l'essence même du métier, en fait, la raison d'être. Et il fallait mettre en place cette réforme de la politique agricole commune. Et quand le ministre est nommé, il fait le tour en France et il rencontre des agriculteurs en colère qui font des bûchers avec les cahiers de la politique agricole commune réformée. Donc il me revient en tant que conseillère technique de réfléchir à la mise en place et au calcul finalement du forfait pour chacun des individus de 600 000 personnes avec son historique en fonction des productions qu'il avait pu réaliser au cours de sa vie ou si c'est un jeune comme on part, en fonction des filières, donc du maïs, etc. Et j'ai négocié pendant 3 ans avec une trentaine
de syndicats agricoles. Les généralistes, de la FNSEA à la coordination rurale en passant par la Confédération paysanne. Et en fait, c'est 3 ans pour faire aboutir un projet, pour le faire accepter, pour lui donner le meilleur sens possible dans ce carcan qu'était la directive européenne. Et vous avez raison, il y a une écoute active à mettre en place. Il y a une attention à l'autre. Savoir ce qui est fondamental pour celui qui est en face, ce qu'il pourra éventuellement lâcher, ce qu'on pourra construire ensemble. Parce qu'au départ, il n'a pas cette idée, mais si on amène à penser différemment, à changer d'angle, etc. Et ça, moi, je l'ai retrouvé tout au long de ma vie ensuite, et ça m'a armée. Et vous avez raison, ce sont des compétences qui ne s'enseignent pas beaucoup, en fait, qui appellent, je vous l'ai dit, l'écoute, l'attention à l'autre, la compréhension de l'autre, et une forme d'empathie, en réalité. Et puis de tenir dans la durée aussi. Et moi, j'ai eu à beaucoup négocier avec ensuite les représentants du personnel dans mes postes, que ce soit à CCI France, que ce soit chez Engie ou chez ISS. Et je ne l'ai jamais fait dans la rupture, jamais. Et pourtant, on a pris des décisions très dures. Post-Covid, on a dû supprimer des emplois, mais je l'ai fait en discussion. C'est important, je le vois beaucoup chez les femmes en fait. Alors je dis pas, il y a des hommes qui font ça aussi très très bien, mais vous disiez au tout début, il y a des stats aujourd'hui qui disent que les femmes sont meilleures managers que les hommes. En fait, pour être plus précis, on dit qu'on est meilleur manager ou leader de transformation. Manager de façon générale, mais leader de transformation. Et puis très souvent, quand il y a un sujet complètement pourri, je vais me permettre le terme, il y a des femmes qui arrivent, comme la falaise de verre. Là, ce que vous venez de me raconter, ça me rappelle un peu que quand même c'est Simone Veil qui a pris l'histoire de l'avortement, alors c'était pas elle qui devait le prendre. Donc il y a quand même une tendance à mettre des femmes en front quand justement il y a besoin d'écoute active. Et c'est, je pense, valorisé dans le secteur public, alors pas au niveau des ministres encore aujourd'hui, mais on y arrivera un jour. Mais du coup, c'est aussi intéressant d'avoir votre regard là-dessus et de voir qu'en effet, pendant 3 ans, vous avez quand même fait beaucoup d'écoute pour qu'on arrive là où on en est aujourd'hui. Ce sont des heures et des heures, effectivement, d'écoute. Et vous avez raison de souligner aussi le courage. Parce que le nombre de missions que j'ai prises parce qu'on m'a dit « cette mission est impossible, donc vois ce que tu peux faire ». Il faut, comme vous l'avez dit, aller au front. Mais moi, je suis toujours allée au front sans que ce soit une bataille. C'est trouver au front la voie qui va emmener tout le monde dans le même sens. Je me souviens, quand chez Engie, direction de la transformation, premier projet confié, repenser le siège. 20 ans que ce siège d'Engie n'a pas été challengé. Donc c'est 2000 personnes au siège d'Engie. En DNA, ça fait 30% supérieur à des entreprises équivalentes. Donc ce siège, il est pesant d'un point de vue, évidemment, coût, mais aussi pouvoir. Donc il ne laisse pas assez la place aux opérationnels. Et personne ne s'était occupé de réfléchir à comment le repenser, le remettre dans une bonne dynamique, en adéquation avec le contexte qui changeait, en fait. Et quand je pars de mon poste précédent, j'étais chez Cofeli, le DG, le directeur général organise un pot et il dit de toute façon, c'est impossible, cette mission est impossible, donc il n'y a qu'à toi qu'on pouvait la confier. Eh bien, je l'ai fait, bien sûr. Pas toute seule. Ça, c'est impossible toute seule. Je l'ai fait avec des équipes, je l'ai fait avec des volontaires. Il y a eu jusqu'à 30 volontaires qui sont venus. Je l'ai fait avec un dialogue social informel toutes les semaines, l'ensemble des syndicats autour de la table pour expliquer la méthode que je concevais, comment elle pouvait être améliorable. Tout est améliorable. Et donc, leur input, leur façon de voir les choses, leur angle de vue m'était précieux. Et puis, au fur et à mesure, l'avancée. Je me souviens, la première réunion, les représentants de la CGT me disent de toute façon, c'est pas la peine de réfléchir, on sait, ça sera moins 30%, puisqu'on est 30%. Et je leur dis non, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas d'objectif chiffré. On m'a demandé juste de donner du sens à cette transformation. Et donc, pour donner du sens, moi, j'ai besoin d'interroger les sachants. J'ai besoin d'entendre les salariés de toutes les directions de ce siège, de savoir de leur bouche ce qui leur semble pertinent dans ce contexte aujourd'hui de garder en termes de mission, ce qu'on peut transférer à l'opérationnel ou arrêter. Et au final, avec 1500 salariés impliqués, ce dialogue informel hebdomadaire, eh bien, on supprimera 800 postes, donc 40%. Donc c'est plus. Beaucoup plus. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi ça. En fait, on est revenu à chaque direction. Chaque direction a réfléchi, les salariés volontaires. Et puis, certaines ont supprimé 20%, d'autres 80%. Parce qu'on est allé au sens. On est allé réfléchir en collectif à ce qui faisait un siège dans cette Engie repensée, en fait. Ça a pris combien de temps ? 18 mois.
Ah, c'était rapide en plus. Ça a été rapide. Et en plus, voilà, pas un bruit dans la presse parce qu'on l'a fait en tenant compte de chaque personne. Et vous n'êtes pas allé voir un cabinet de conseil externe, du coup, vous avez tout fait en interne? Tout en interne. Non, mais ça change beaucoup de choses, c'est pour ça que je pose la question. Du coup, c'est tout vraiment vous qui avez décidé. À aucun moment, vous n'avez délégué la décision, quoi. Ah non, je n'ai pas délégué la décision. Et je pense qu'on n'utilise pas à bon escient les cabinets conseils. Je pense qu'ils sont extrêmement précieux pour nous stimuler, pour penser, enfin pour nous challenger dans nos pensées. Mais il ne faut pas déléguer, comme vous le dites, la décision. Non, mais c'est hyper intéressant parce que très souvent, on prend aussi des cabinets de conseil pour déléguer la décision et pas avoir à la gérer. Ce qui, en général, explose à la figure des personnes qui font ça. Enfin, je veux dire, Et c'est exactement ça, Nelly. J'en ai un très bel exemple sur une entreprise que j'ai dirigée, mais très, très bel exemple. Alors que c'est, voilà, chacun dans son rôle, c'est extrêmement précieux. Moi, dans ma vie, j'ai eu à faire appel à des cabinets qui ont su me challenger, avec qui je pouvais réfléchir et puis prendre un peu de hauteur, de recul. Mais voilà, ne pas déléguer l'ensemble du projet, la décision. Et pour ça, il faut du courage aussi. Prendre une décision, c'est un acte courageux. On revient à l'histoire du courage. Vous avez dit, j'ai eu un très bel exemple d'une situation où c'est un cabinet de conseil qui a pris la décision. Oui, j'ai un très bel exemple. Ça concerne ISS France, la BU française à l'époque du groupe ISS, magnifique groupe danois, leader du cleaning, enfin du ménage, voulant devenir leader du facility management, leader mondial, j'entends. À l'époque, 400 000 salariés, 11 milliards de chiffre d'affaires. Et en fait, sur la France, ils ont une relation complexe qui s'est inscrite dans le temps, où ils ont acheté en 80, vendu dans les années 90, racheté en 2000, investi jusqu'en 2007, désinvesti parce qu'ils couraient tout le temps après une rentabilité. Un EBIT, en fait, entre 4 et 5%, ce qu'ils avaient dans les autres pays, mais en France, ils ne sont pas parvenus à aller le chercher. Et donc, en 2018, ils réfléchissent à revendre, et puis ils se disent non, on va confier à un cabinet conseil, on va entièrement lui déléguer la transformation qu'il faut mettre en place dans le cadre que nous, on pose dans tous les autres pays, c'est-à-dire une centralisation. Et ce cabinet va réfléchir avec une partie du COMEX en France, mais surtout avec le COMEX au Danemark, et va écrire la transformation en associant très peu le management local, pas du tout le management de proximité à travers les territoires, en faisant quelques interviews d'assistantes dédiées à la paye ou à la facturation. Dans le ménage, c'est essentiel. Ce sont 2 postes essentiels, ça fait tout le business en fait. Et sur la base d'un rapport et d'interviews téléphoniques, ils vont préconiser une nouvelle organisation, une transformation qui va être mise en place en J+1. C'est-à-dire qu'en J+1, ils ferment 35 agences. Ils licencient 70 assistantes, qui étaient vraiment les personnes qui tenaient aux côtés des opérationnels de terrain, qui tenaient la paye, la facturation, etc. Et ça a dû exploser? Ça a explosé. Et vous étiez déjà à l'époque ou pas? Non, pas encore. Okay. Je sais qu'en février 2019, ils ne sont pas en mesure, parce ils ont tout centralisé et tout digitalisé, sauf qu'au siège, il n'y avait pas la compétence et pas les outils en maîtrise. Et on passait quand même du papier crayon gomme, ce que font nos concurrents sur le terrain, à tout d'un coup, on va tout gérer avec des SIRH, des ERP, etc. Et en février 2019, ils ne sont pas en capacité de délivrer la paye à 24 000 salariés. Ah oui. Voilà, donc... pour un problème informatique, du coup, pas de trésorerie. Pour un problème Non, pour un problème digital. Et puis, ils creusent et en fait, la rentabilité s'effondre. Et donc, ils change le patron de la BU, parce que dans ces moments-là, il y a toujours un fusible. Il change le patron de la BU et le nouveau patron me recrute. Ok. Et là, voilà. Et là, vous récupérez le bébé. Et là, on récupère tous les deux le bébé, et puis après, avec l'équipe, on récupère tout le bébé. Voilà, tout à redresser. Ok. Vous êtes resté pas si longtemps que ça chez ISS? En fait, je suis restée... alors, ça a été quand même une année très compliquée. J'imagine. Parce que moi, j'arrive 1er janvier 2020. Derrière, cyberattaque mondiale, tous les systèmes KO le 17 février. Puis, confinement le 16 mars. Avec à la fois la propreté qui est mise en avant. Parce que il y a 5 ans, on ne savait plus. On ne savait pas ce qu'on allait devenir quand même. Si on allait tous en mourir. Et le nettoyage devient très important, la désinfection. La sécurité là-dessus. Mais il y a aussi des parties de mes activités qui s'arrêtent complètement. Moi, j'avais de la logistique et production dans les usines, ça s'arrête. Donc, c'est une année très compliquée, 2020. Et pour autant, on va faire un plan de retournement avec mon patron. Lui, évidemment, en première ligne. Et puis derrière, à la sortie du Covid, on doit mettre en place un PSE, parce qu'on n'a plus de DRH, donc je porte ça. Donc, ça va être une année très, très intense. Mais on commence à avoir des
Voilà, des signaux de redressement. Et puis lui, finalement, il part. Il a appelé pour un beaucoup plus gros poste dans une autre entreprise. Et les Danois me nomment à la tête de cette entreprise. Et donc, je vais continuer sur toute l'année 2021, sortir le pays à l'équilibre. Et puis en 2022, renouer avec la croissance. Ah oui. Donc là, on vous a pas dit, on vous prend parce que c'est un challenge. Mais vous êtes lancé dans un challenge. Là, c'était une mission impossible. Là, vraiment, c'était une mission impossible. Je vous demandais au début ce qui faisait la différence sur Pourquoi vous, mais en fait, vous prenez toutes les missions impossibles. Donc c'est sûr que... Oui, c'est un peu le sujet, Nelly. Je pense qu'il est temps de réfléchir autrement et de changer de modèle et de référence. Vous m'avez dit tout à l'heure, au tout début, que quand on rentrait, entre le privé et le public, vous aviez vu moins, finalement, le plafond de verre dans le public que dans le privé. Oui. Qu'est-ce qui a fait la différence dans le privé ? Qu'est-ce qui vous a confronté au plafond de verre, en fait ? Il y a tout un ensemble de comportements insidieux. Je me souviens, dans un de mes postes, un jour, je suis devant mon bureau, je vois passer des dirigeants, j'avais les bras croisés, et il y en a un qui passe et qui me dit « Mais décroise tes bras, qu'on voit tes meilleurs arguments. » Ah oui, quand même. Oui, j'ai eu ça. J'en ai eu plein, Nelly. J'en ai eu plein. Que vous n'aviez jamais entendu dans le public ? J'ai jamais entendu ça dans le public. Jamais. Vous arrivez dans une réunion, dans un milieu très masculin. Autour de la table, tout le monde a commencé, vous êtes un petit peu en retard, déjà très gêné. Il n'y a pas de chaise, il y en a un qui vous dit « Viens sur mes genoux. » Ah oui, quand même. Oui, j'ai eu ça. Oui. Très, très subtil en plus. Ah oui, très subtil. J'ai eu très subtil. J'ai eu un N+1 qui me débriefe d'un énorme projet... de transformation extrêmement difficile et qui me dit « Mais tu sais, il faut quand même que je te le dise, tu ne souris pas assez. Mais est-ce que tu fais la même remarque à un homme ?» Je sais. Enfin, il y a des choses. Comment vous répondiez à ces remarques, si vous répondiez ? Tout le sujet est là et votre question est fondamentale. Mon sujet est que je ne suis pas assez en colère. Je suis en colère aujourd'hui quand je repense à ça, mais comment j'ai pu accepter, quand j'ai attendu mes 3e et 4e enfants, j'étais à CCI France. En Assemblée Générale, j'ai un président qui pose la question à mon président de CCI France en disant « Mais comment vas-tu gérer le congé maternité de ta directrice générale ?» Parce que c'est quand même son 3e enfant, donc ça va être 6 mois d'arrêt. Il ne savait pas encore que j'avais des jumeaux. Mais bon. Mais c'est quoi cette question, en fait ? Et aujourd'hui, oui, mais je ne suis pas assez révoltée, je ne suis pas assez en colère quand je vis tout ça. Quand je vois aujourd'hui ma fille de 25 ans qui n'est pas dans le combat, qui n'est pas dans la revendication, mais pour elle, c'est totalement choquant. Anormal. Alors elle va répondre du tac au tac parce que ça touche des fondamentaux qu'elle a en elle et que sans doute je n'ai pas. Donc j'ai pas la répartie, j'ai pas l'indignation sans être en colère en fait. Juste non mais choquant. Enfin je me souviens, j'avais pris des mesures chez ISS. ISS, on avait quand même 78% de femmes. Okay. Bien sûr, ce sont surtout les petites mains. J'avais pas du tout le même niveau dans toute la hiérarchie. J'avais juste 78% au niveau du COMEX un temps, donc j'étais super fière. Mais tous les niveaux hiérarchiques, on n'était pas du tout à ces niveaux-là. Donc moi, je voulais évidemment travailler sur le leadership féminin et lancer quelques programmes pour aider à monter, puisqu'on avait un vivier quand même. Et je me souviens d'un homme qui m'avait dit « Mais vous faites quoi pour les hommes ?» J'adore, c'est énorme. Et en fait, là, je devrais répondre « Alors, attends. Arrêt sur image. Ça fait quand même plusieurs siècles. Ah non, pas plusieurs siècles. Ça fait depuis toujours qu'on ne fait rien pour les femmes et qu'on fait tout pour les hommes. Est-ce qu'une toute petite mesure comme ça va changer ta vie ? Parce que de toute façon, on n'est pas à la parité. On n'est pas du tout. Et ça te choque pas, là, toutes ces décennies, ces siècles passent. Mais non, je réponds pas ça. Vous dites quoi ? Je dis que bien sûr, des programmes, et c'est sincère, à ce moment-là, sincère, parce que je veux être juste, parce qu'il est hors de question de privilégier. Bien sûr, je veux rattraper, je veux une entreprise résiliente, donc on a un potentiel pour faire monter des femmes, donc je trouve ça juste, mais il est important aussi qu'on réfléchisse à comment on accompagne les hommes, à manager, à être collègue de femmes, etc. Donc je suis toujours dans la construction, toujours dans la recherche de solutions, ce qui est une de mes forces, on l'a vu tout à l'heure, mais qui est aussi une faiblesse en réalité. Un peu d'indignation, un peu de colère exprimée aurait été pas mal en fait. Avec le recul. Avec le recul. Après, est-ce que vous pouviez à l'époque, puisqu'aujourd'hui le climat permet de le faire aussi, est-ce que, je sais pas, début des années 2000, c'était possible pour une femme de faire ce genre de réflexion ? Non mais vous avez raison, merci. Merci Nelly, ça me fait du bien parce que
J'ai quand même toujours tendance à me dire, t'aurais dû faire autrement, tu pouvais faire mieux. Non, c'est vrai, de toute façon, enfin, on hérite quand même de situations, de sociétés patriarcales à travers tout le monde. Dans 99% des sociétés, elles sont patriarcales depuis tout temps, avec des codes, des références, des façons de penser, des schémas qui, de toute façon, nous conditionnent. Donc, on ne peut pas renverser la table tout le temps. Parce que même moi, qui suis rentrée dans le monde du travail un peu avant les années 2010, mais vraiment au début, en 2010 et aujourd'hui, j'ai laissé passer des choses. Et en 2010-2015, j'aurais pas pu dire ce que je peux dire aujourd'hui. Je vais même vous dire, parce qu'en plus, moi, j'étais dans le conseil, donc on a la double problématique de l'entreprise, mais surtout du client. Donc, c'est très compliqué quand c'est chez les clients. Ça m'est même arrivé d'accompagner des consultantes à expliquer comment elles devaient gérer, en fait. Alors, aujourd'hui, on remet en place les clients, mais c'est très récent. Vous discutez avec les cabinets de conseil, la mise en place des clients, ça a quoi, 2022 ? Enfin, oui. Alors, je dis pas qu'il faut pas. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui, elles, ont répondu à l'époque. Oui, heureusement. Heureusement. Et c'est juste que c'est vrai que les contextes sont pas forcément évidents. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que vous pouviez... Par contre, est-ce que vous aviez... Parce qu'il y a quand même deux choses. Il y a ne pas répondre et il y a être de connivence. Il y a aussi des femmes qui vont rire, qui vont rentrer avec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou dans lequel vous étiez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Non, j'ai pas... Enfin, il faudrait que je retrace tout, mais d'abord, moi, c'est sûr, je ne suis pas de connivence. Je n'aimerais pas rire aux dépens d'eux, et que ce soit un homme, une femme, donc je ne me reconnaîtrais pas là-dedans. Je réfléchis. Non, ce qui me dérange le plus, là où j'ai le plus mal, finalement, c'est quand des femmes endossent des habits d'hommes et des réflexes d'hommes. Ça, je trouve ça très douloureux, en fait. Vous l'avez jamais fait, vous, d'ailleurs, dans votre parcours, si ? Parce que là, je vois, vous restez très, justement, féminine. Et quand vous parlez, on sent qu'il y a pas ce côté hyper autoritaire qui rentrait dans votre parcours. J'ai eu certaines femmes qui l'ont fait, qui m'ont dit, je suis rentrée dedans. J'ai des jeunes qui m'ont remis à ma place. J'en suis sortie. Je reçois des femmes aussi que je vois qui sont dedans. Mais voilà. Oui. Mais vous, c'est vrai que jamais, finalement, si ? Non. J'ai jamais basculé. Côté obscur de la force. Non, parce que je pensais pas à ma nature, parce que voilà, c'est aussi une éducation. On m'a pas appris comme ça, on m'a appris à obtenir les choses, mais comme je vous l'ai dit, par la démonstration, par la preuve, par le faire. Non, ça me fait mal en fait. C'est pas que je les juge et que je leur en veux, c'est que je me dis mince, pour réussir, elles ont été obligées. Et parfois, elles sont encore plus dures que certains hommes. Et ça me fait mal parce que moi, je suis intimement convaincue que c'est pas comme ça qu'on changera les choses. C'est pas parce que les femmes deviendront des hommes qu'on arrivera à la parité. C'est parce que les femmes resteront les femmes dans leurs différences. Et heureusement qu'on est différentes. Alors, on n'est pas un ensemble homogène. Et les hommes ne sont pas aussi un ensemble homogène. Il y a des hommes avec beaucoup de féminité, beaucoup de sensibilité, d'empathie. Voilà. Mais ce n'est pas en copiant un modèle qu'on va évoluer. Et en plus, on perdrait tout, Nelly. Enfin, la richesse, c'est la différence. C'est de penser différemment, de voir différemment. Et donc, si on revêt le costume dans le contrôle, dans la verticalité, le stéréotype de ce que peut être le pouvoir au sens masculin, ou du moins quand on regarde les sociétés patriarcales on aura tout perdu. Parce que oui, il y a le côté très descendant, autoritaire des hommes, que j'ai vu aussi chez certaines femmes. En plus, moi, assez tristement, ce qui m'avait marqué, je me souviens, c'est que c'était de le voir, mais c'est surtout des femmes que j'ai accompagnées vers la sortie en tant que consultante quand elles ont 50 ans, en fait, parce qu'elles ont été beaucoup utilisées et qui, dans leur posture très, 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 très autoritaire, ça ne passe plus du tout. Là où un homme, ça passera encore. Oui. Et j'ai trouvé ça particulièrement triste. Alors, j'avoue, à l'époque, j'étais jeune et pas très sympa. Et je m'étais dit, elle a montré une mauvaise image des femmes et on paye pour elle. On paye à la place. C'est-à-dire que moi, en tant que jeune, j'étais en mode... Je paye ma carrière à cause de ces femmes. Alors, c'est pas sympa. Non. En vrai... Non, mais vous avez raison. J'ai changé ma vision en disant non, en fait, la société leur a fait payer tellement cher qu'elles en sont là aujourd'hui et en plus, elles sortent. Donc, c'est vraiment pas sympa. Donc, en plus, ça nous aide pas. Enfin, j'ai remarqué que les femmes qui restaient là-dedans, ça ne les aide pas. Et après, ce que vous dites est intéressant. Comme je disais récemment, j'ai une 40aine d'interviews aujourd'hui. J'ai pas une femme pareille. Non, heureusement. Il n'y a pas une leader. Heureusement qu'on ne rentre pas dans un seul modèle. Heureusement qu'on est différentes. Mais je pense que cette moitié de l'humanité, elle peut apporter du complément, elle peut apporter autre chose. Être ce que je suis, qui n'est pas dans la colère, la revendication, l'autorité, la force,
n'est pas aussi une chose facile, hein, Nelly. Je suis pas sûre que je m'en sorte beaucoup mieux que la femme autoritaire qu'on pousse à la sortie. Parce que ça demande en revanche un don d'énergie assez incroyable. De prendre sur vous, c'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes plus directrice d'entreprise, vous êtes membre de CA. Oui, j'ai aussi ma petite société de conseil, Okay. mais je recherche. J'aimerais vraiment encore trouver un poste de directrice générale d'une entité où je pourrais apporter une vision et le travailler ensemble pour aller chercher de la performance humaine, écologique et financière. Ok, c'est bien. Et mais en attendant, vous êtes conseil d'administration depuis pas si longtemps que ça. Hein. J'ai vu 2023, non 2022, Alors, moi, j'ai peut-être commencé chez Ingérop en conseil d'administration en 2021. Puis après, je l'ai quitté parce que j'ai intégré l'entreprise. Et puis, j'ai eu 2 autres mandats, effectivement, un 23 et l'autre, pareil, je crois. Du coup, vous n'êtes pas forcément tributaire direct, en tout cas, de la loi Copé-Zimmermann. Elle est parce qu'elle est un peu avant, elle est de 2018. Donc, les comités sont quand même pas mal à paritaire aujourd'hui. Je crois que les stats, c'est 48%, 46%, j'oublie, mais je crois qu'on est à entre 46 et 48% de femmes au niveau des CA. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la loi Copé-Zimmermann, c'est celle qui a obligé que 40% des membres de comité d'administration soient des femmes. Et puis, elle a plutôt bien marché. Je crois qu'elle est passée en 2015 pour une application en 2018, mais je ne suis pas sûre de moi. Et donc, du coup, vous êtes rentrés, vous, dans des comités déjà paritaires, en fait, j'imagine, à peu près. Alors, je pense qu'on n'était pas soumis dans les 2, dans les 3, parce qu'on était sous les seuils. Ok. Est-ce qu'ils sont venus me chercher parce que j'étais une femme ? Alors, c'était pas ma question. Je tiens à dire que c'était pas ma question. Non, je sais qu'ils sont venus me chercher, enfin, en tout cas 2 d'entre eux, parce que je suis très investie sur les sujets de RSE, d'environnement, de longue date, que j'ai de l'expérience, que j'ai des idées, que je les défends avec conviction, mais toujours pas assez de colère. Voilà, donc ça, je suis sûre, les 2. Et le 3e, non, pas du tout, parce que c'est une belle histoire, c'est un jeune entrepreneur, et en fait, je rêvais de l'acheter quand j'étais chez ISS, et je trouve qu'il a une façon de diriger son entreprise qui est totalement moderne, innovante, en responsabilisant les équipes, et du coup, voilà, on s'est très bien entendu. J'ai pas pu l'acheter parce que les Danois ne m'ont pas suivi sur ce rachat, mais on est resté, et il m'a proposé d'entrer dans son CA. Non, mais ce que je me demandais, c'est si c'était différent, finalement, d'être dans des comités paritaires. Est-ce que c'est différent d'être dans des comités paritaires ? Vous pensez que c'était comme ma question du coup, Est-ce que c'est différent comme posture d'être évidemment en comité par rapport à une direction générale ? C'était une très bonne question que j'aurais pu poser aussi. Oui. Alors déjà, vous pouvez répondre aux 2. Je vais répondre aux 2. En tout cas, elles se rejoignent parce qu'en réalité, être une femme dans ces instances est beaucoup moins pesant que d'être une femme dirigeante. Ok. Parce que dans ces instances, on vient réfléchir, on vient partager des idées, des visions, partager un peu d'expérience, enfin même beaucoup. Et c'est vrai que quand on est dans des comités paritaires, il y a cette richesse de la diversité et du coup de l'émulsion de la pensée. Moi, j'adore ces environnements. Je découvre, ça fait très peu d'années, comme vous le soulignez, ça fait 4-5 ans. Je ne connaissais pas du tout cette dimension-là d'apport à l'entreprise. Parce qu'en réalité, moi, dans les entreprises précédentes, je n'étais pas en relation avec les conseils d'administration. Mais je vois la richesse que c'est pour aider le dirigeant. On parlait tout à l'heure de l'importance du conseil quand il apporte les idées, il challenge, il permet de prendre du recul. Et bien là, on est aussi dans cet état d'esprit de conseil, de bienveillance quand même. Alors, tous les conseils d'administration ne sont pas bienveillants. On en a vu qui ont dégagé des DG, etc. Mais voilà, ce sont des instances où on parle de stratégie, on parle d'environnement, on parle de futur, on parle de développement. C'est très intéressant. Et être moitié homme, moitié femme, ça enrichit le débat. C'est intéressant de vous entendre parler des conseils d'administration comme ça. J'ai reçu quelques femmes en conseil d'administration, mais qui étaient directement liées à la loi Copé-Zimmermann. Et du coup, qui posent la question de la légitimité façon plus, parce qu'évidemment, c'était les débuts. Il y a quand même beaucoup de formations aujourd'hui. Alors, elles ne sont pas des formations de femmes, théoriquement, c'est des formations pour tout le monde, mais il n'y a que des femmes au conseil d'administration. Et en fait, de vous entendre dire, finalement, ça apporte vachement, j'ai beaucoup à donner. En fait, finalement, oui, une femme a une place comme une autre dans un conseil d'administration. Vous savez, je reviens à mon sujet de quota au début. Je pensais que voilà, avec ce qu'on apportait, notre mérite, ce qu'on délivrait, de fait, on était légitime. Ce n'est pas possible parce que les codes, les références, les choix ne sont pas faits par
des personnes qui ont obligatoirement cette ouverture d'esprit, cette lecture. Donc les quotas sont une très bonne chose. Moi, je ne pose pas cette question de légitimité. Je le répète, la moitié de l'humanité, et un petit peu plus, parce qu'on est 50, voilà, sont des femmes. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas plus bête, on n'est pas plus moins aguerri, pardon. Donc on a autant de compétences. Bien sûr, en revanche, sur la ligne de départ, on n'a pas eu tout à fait les mêmes chances. On n'a pas eu toutes, pu accéder aux formations, toutes à la confiance. Et puis, lors de l'éducation, de toute façon, on a été biaisés. Il y a eu des stéréotypes qui sont rentrés dans la tête. C'est comme ça. On est merveilleuses. Vraiment, les femmes sont merveilleuses. Vous vous êtes toujours sentie légitime ? Non. Ah non, jamais absolument jamais je me suis sentie légitime. Là, j'ai vraiment alors là, le complexe de l'imposteur en long, en large et en travers, je l'ai. Mais je ne sais pas si c'est lié à être une femme. Je me suis jamais dit, je mérite pas cette place parce que je suis une femme. Je me suis dit, je mérite pas cette place peut-être parce que j'ai pas la compétence, parce que j'ai pas coché 90% des compétences, parce que il y a des tellement meilleurs que moi, femmes et hommes. J'ai pas assez d'expérience, et puis je sais pas faire ça et ça. Non, cette question de l'imposteur, du complexe de l'imposteur et de la légitimité, c'est ma vie entière. Même en CA ? Non, pas en CA. Oh, c'est chouette comme question. Merci de m'aider Merci de m'aider à prendre de la hauteur. Merci, c'est vrai, non. Quand il n'y a pas ces enjeux, finalement, de pouvoir. Parce qu'en CA, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, du coup. Moi, je ne les ai pas connus, je ne les vois pas de la même façon. Bien sûr, il y en a qui prennent un peu plus la parole que d'autres, qui ont besoin de faire la démonstration de certaines choses. Mais quand vous intervenez à bon escient en parlant de ce que vous avez pu observer, connaître, votre place, elle est là. Parce que tout ce que vous avez dit, il n'y a aucune femme qui se sent illégitime parce que c'est une femme. Elle se sent illégitime pour toutes les raisons que vous venez de donner là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais que vous n'avez pas en CA, donc c'est intéressant aussi, parce que le CA, c'est quand même le board qui conseille l'entreprise et finalement, c'est le conseil du dirigeant. Oui, donc, c'est le conseiller. Dans le board, on est dans le conseil, donc il y a une distance, il y a une liberté, du recul. Et c'est vrai que du coup, les enjeux sont différents. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit, comme ça, discrètement, qui m'a marqué. C'est j'aimerais bien être plus en colère. Je crois que c'est ça que vous avez dit. Oui, j'aimerais bien être plus en colère. Mais c'est hyper intéressant comme phrase. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez très en colère ? Pourquoi vous voulez être très en colère ? J'aimerais être comme ma fille. Vous en avez une, vous en avez deux ? J'ai une fille et 3 garçons. Ok. C'est une colère absolument pas colérique, dans le sens, elle n'est pas colérique. C'est une colère juste, très mesurée, d'indignation, comme je vous le disais, spontanée. Et du coup, elle sait border, elle sait mettre la limite à tout point de vue. Enfin, elle me parlait encore hier d'un mail qu'elle avait reçu la semaine passée, de mise en doute de certaines de ses compétences par un collègue. Elle m'a dit, c'est très simple, j'ai répondu tac, tac, tac. Waouh, mais moi, j'aurais tellement mal pris en disant mais pourquoi il m'attaque, pourquoi il m'agresse, c'est personnel, il m'aime pas, mais il a peut-être raison. Au lieu d'être en colère, mais ça suffit quoi. L'indignation finalement. Oui, tout à fait. L'indignation juste, mesurée, ça j'aimerais bien. Non mais j'aime bien cette idée de vouloir être en colère parce que finalement c'est quelque chose qui est très reproché aux femmes, la colère, l'hystérie, le féminisme radical, etc., etc. Alors qu'il faut quand même savoir que les manifestations féministes sont celles où il n'y a jamais de flics parce qu'ils savent que ça débordera pas. Donc en fait, c'est un peu triste en vrai. C'est à la fois triste et sympa parce que ça veut dire qu'on ne déborde pas. Bon là cette année c'est pas le cas. Si les gens regardent celle de cette année, mais c'est pour l'extrême droite, c'est pas lié forcément au féminisme. Les femmes en colère, c'est quelque chose qui est extrêmement reproché. Et du coup il y a une façon d'être en colère qui est un peu comme celle qu'a votre fille, elle est finalement pas en colère, elle est en mode voilà les points, bonne journée, sans crier. Mais parce que Nelly, c'est profond en elle, ce que je vous disais tout à l'heure, elle a une base solide, elle a des fondamentaux qui sont je sais ce que je suis, ça n'empêche pas de douter, les gens qui doutent sont des gens intéressants, de toute façon tout le monde doute un peu, parce que ça nous permet de nous dépasser, de faire mieux, etc. Mais elle est solide dans ce qu'elle est et comment elle doit être reconnue. Et c'est pas d'être une femme qui fait une différence. Ça, elle en est, je pense, intimement convaincue. Donc voilà, une juste indignation, j'aimerais bien ça. Ouais. Et peut-être que j'accepterais moins de choses. Est-ce que vous commencez pas à l'être un peu aujourd'hui ? Pour le dire, c'est que quand même, il y a des choses qui doivent vous marquer. Je le suis pour les autres.
C'est très voilà. Je le suis pour plein de femmes. Je le suis quand je suis manager pour des femmes que j'aime défendre, à qui j'aime donner une vraie place, que j'aime sortir de l'ombre. J'en ai plein des histoires de femmes qui étaient dans l'ombre, à qui j'ai proposé des missions, des projets, un nouveau poste et qui se sont révélés. Oui, pour les autres, ça avance de plus en plus. Maintenant, il reste pour moi. Le prochain poste. Non, ne dis pas ça, personne ne va oser me recruter. Après l'indignation, comme vous dites que l'indignation, ça va, c'est quand même intéressant. Vous dites, si je suis indignée, on va pas me recruter. C'est quand même fort, en vrai. Non, c'est une forme de... Vous savez ce mot-là que vous avez sorti d'hystérie ? Oui. Ce mot qui est d'une violence, qui renvoie quand même à notre organe génital. C'est tellement affreux, dégradant. Mais moi, j'ai peur d'être taxée d'hystérie. Donc, je pense depuis tout le temps, en fait. Depuis toute petite. Ne pas dépasser, ne pas faire de scandale, ne pas attirer à soi le regard parce que tu vas être taxé de faire ta fille, de faire la fifi, et alors pire que tout, d'être hystérique. C'est vraiment le summum, quoi. C'est terrible. Pour moi, c'est d'une violence. Et vous attachez l'indignation et la colère à l'hystérie ? Non, justement, je pense que des jeunes femmes comme ma fille ont une juste indignation, une juste colère qui n'a aucun rapport avec l'hystérie. Mais moi, j'ai peur, dans ma génération, dans ceux qui sont autour de moi, d'être taxée de ça. Si jamais, alors que je peux faire le constat qu'elles ont raison, qu'elles sont justes, qu'elles ne débordent pas, que c'est juste qu'elles disent ce qu'elles font. Moi, je me dis, si je le fais, je trouverai de toute façon pas les mots, ça va être excessif et je vais ensuite être taxée d'hystérie. Alors là, non, je rentre dans ma coquille. Vous allez passer d'un extrême à l'autre, c'est ça ? C'est ça. Après, c'est pas évident, hein, l'hystérisation des femmes. Alors, je sais pas si c'est Freud qui l'a finalisé, mais bon, bref. L'hystérisation en tant que telle, à défaut du mot, le principe, il est écrit dans les récits depuis la Renaissance. Pas si vieux que ça, en vrai. Non. Mais il est écrit dans la Renaissance, mais il est écrit dans notre histoire de France. C'est-à-dire que c'est écrit des reines qui étaient hystérique, etc. Enfin, bref. Donc c'est un récit qui a été complètement construit et qui évidemment est entré dans nos gènes, entre guillemets, donc je comprends très bien. Mais c'est vrai que le fait de parler fort, même juste le fait de parler fort, en fait. Je vois que vous faites les gros yeux. Non, mais je réfléchis, j'ai même pas de modèle, j'ai même pas de personne dans ma vie de femme où je me suis dit à un moment, mais elle est hystérique. Jamais en plus. Ah, moi, j'avais une invitée qui m'a dit « J'ai vu beaucoup d'hommes hystériques ». Ah, c'est beau, ça. Oh, j'adore. Elle m'a dit « On dit beaucoup des femmes ». C'était Florence Trouche. On dit beaucoup que les femmes sont hystériques. Mais moi, j'ai vu des hommes hystériques, elle me disait. Je trouvais ça très drôle. Et en plus, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Oui, moi, j'ai bien les images, en tout cas. Je vois très bien. Tout à fait. Donc, comme quoi, c'est juste une question d'attacher un genre. Je vais changer complètement de sujet. Et j'ai une question que je voulais vous poser qui est assez stéréotypée en ce moment. On associe beaucoup les femmes à l'écologie. Alors, il y a plein de raisons différentes. Je voulais savoir, vous, votre vision là-dessus. Je pense qu'il y a une association. Ok. J'en suis intimement convaincue. Parce que, alors là, vous allez trouver mes propos extrêmement genrés, mais c'est ma façon de voir les femmes, ce que je vous ai dit, parce que aussi, la société les conditionne à prendre soin, faire attention à l'autre. Quand on attend des petits garçons qu'ils gagnent, qu'ils soient dans la compétition, qu'ils soient forts, eh bien, on transmet ça, on transmet aux filles l'attention à l'autre, le soin, etc. Et ça, ce sont les fondamentaux de l'écologie. De prendre soin, l'attention à l'autre, etc. Soin, de considérer l'autre, de comprendre les interactions entre les individus qui ne sont pas obligatoirement que des êtres humains, être vivants finalement, être vivant avec leur environnement. Et ça, c'est l'écologie en fait. Et donc, la pensée telle qu'elle a été conditionnée, féminine, mais telle que moi je la vois, et qui est aujourd'hui aussi une richesse et une différence, elle pousse à ça. C'est pas pour rien. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont été très en avance de phase sur l'approche de l'environnement, sur la compréhension des interactions, du système d'impact-dépendance, du fait qu'on est reliés tous les uns aux autres, et donc qu'on dépend les uns des autres. Quand je dis les uns les autres, être vivant. Donc végétaux, animaux, etc. Et l'homme au milieu. On n'est qu'au milieu. Moi, je l'ai toujours eu, Nelly. Toujours.
depuis toute petite. Je ne sais pas pourquoi, mes parents n'étaient pas du tout versés. D'abord, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas d'environnement, c'était plutôt la nature. Mais moi, j'ai grandi dans un bassin industriel, le bassin sidérurgique, où on avait une des rivières les plus polluées, la Chière, elle portait son nom, enfin, faut le dire, mais c'est terrible, cette rivière. Et puis, vous aviez toutes les façades des maisons noires, enfin, donc la pollution était là, c'était partie intégrante de nos vies. Mais course au progrès, course à la production, jusqu'aux années 80, usine Orsay-Silor, c'est pas questionné, quoi. Enfin, un peu avant, mais... Et moi, j'ai toujours eu, petite fille, cette conscience de attention, on détériore ce qui est autour de nous, ça ne va pas avoir un impact sur nous-mêmes, quoi. Enfin, ça m'a toujours interpellée. Moi, j'ai grandi dans une rue, j'aimerais bien un jour savoir, parce qu'on a été 5 maisons. Sur les 5 maisons, 4 femmes sont décédées d'un cancer. Et quand même. Voilà. Et dans la génération d'en dessous, c'est-à-dire la mienne, j'en connais au moins 3, dont moi, qui avons eu un cancer. Ok. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Le One Health, la santé. Et cette approche-là, elle est ancrée en nous. Voilà, ce soin. Après, vous avez fait une école d'agronomie à une époque où l'écologie n'était pas vraiment un sujet, si? Ah non, pas du tout. C'est ça, hein? C'était une catastrophe. Parce que moi, après l'AgroParisTech, donc j'intègre cette autre école du génie rural des eaux et des forêts. On est donc en 96 quand je sors. On est corps du ministère de l'Agriculture. Donc quand on est 10 fonctionnaires, formés à ce moment-là, cette période-là, par année. Et quand on sort, on récupère les postes en direction départementale de l'agriculture. Personne n'a voulu sur l'année, dans le tout. Et on est envoyé dans les départements. Mais moi, je ne m'envisageais pas dans une direction départementale de l'agriculture. Donc, je suis allée chercher avec les dents. À force de rencontres, je suis allée voir la DRH du ministère, Hélène, que je remercierai jamais assez parce que ça a changé ma vie, du ministère de l'écologie, en lui disant « Mais moi, je veux sortir à l'écologie ». Elle m'a fait rencontrer un homme qui aura compté pour moi, qui est décédé aujourd'hui, Michel Renon, qui va devenir mon directeur régional de l'environnement. Et je suis la première IPEF à sortir de l'école et à être nommée au ministère de l'écologie. Et ça, c'est une grande fierté, mais aujourd'hui, c'est le contraire. J'étais pas plus tard que la semaine dernière au ministère de l'Agriculture et il me disait, on n'arrive plus à attirer les jeunes, ils vont tous à l'écologie. Bah oui. Bah oui. Et puis d'ailleurs, il y avait eu des manifestations, je ne sais plus, mais il y a des étudiants dans des écoles. Des écoles. En fait, à l'AgroParisTech, mais aussi à HEC, je crois, et je me demande même à l'IX, non? Enfin, je ne sais pas s'ils sont... C'est pas l'IX. Ils n'ont pas fait de manifestation, mais à HEC, oui. Je sais plus. Pour moi, c'était dans des écoles d'ingé, mais peut-être HEC sur un autre sujet. Là, j'avoue, je sais plus, mais j'ai vu des prises de position. Mais c'est l'AgroParisTech qui a ouvert. C'est ça, mais j'ai l'impression qu'ils étaient très minoritaires quand même. Enfin, ils n'ont pas été très très suivis. Ça faisait un coup de pub intéressant, mais c'était pas forcément la tendance de l'école de l'époque. Le sujet aussi, c'est que on associe dans ces mouvements-là écologie et décroissance. Moi, j'ai toujours pensé qu'on peut faire de l'écologie avec la croissance, on peut faire de l'écologie un levier de performance en réalité, pour aller chercher de l'innovation, des solutions nouvelles. Je pense je suis intimement convaincue, et j'en ai fait plusieurs démonstrations, qu'on peut réconcilier écologie et économie. Et ce qui heurte plus, c'est finalement que ces jeunes qui ont leur raison et qui ont leurs convictions et leur vision, pensent que ça ne peut passer que par la décroissance. Moment qui prend de plus en plus d'ampleur, en effet. Performance environnementale et la performance financière, pour moi, elles se conjuguent. Très bien. Je vais aller vers ma dernière question, qui est qu'est-ce qui doit changer selon vous pour arriver à une égalité de pouvoir? Grosse question. Eh bien, d'abord, j'aimerais qu'on n'ait plus besoin de se poser la question. Ça serait vraiment formidable. Bon, en attendant, puisqu'on n'en est pas là, plusieurs choses. Moi, je crois profondément à l'éducation et à la représentation. Vous l'avez compris, tous ces biais qu'on a dès la petite enfance, dès l'éducation, école maternelle, école primaire, avec ces garçons qu'on pousse à se dépasser quand il y a le care pour les filles, et puis ces filles qui doutent et qui ne vont pas vers les maths, etc. Donc l'éducation me semble important, et puis on ne peut être que ce qu'on voit, donc la représentation aussi est importante. On a parlé des quotas. Quand on pense qu'en 1945, il n'y avait que 5% de députés, qu'aujourd'hui elles sont 38,7 députés femmes, il faut continuer. Donc éducation, représentation. Je pense évidemment à la sororité.
On a parlé tout à l'heure, vous avez une jolie expression sur la façade de verre. C'est vrai qu'il y a ce plafond de verre, mais avant d'atteindre briser ce plafond de verre, il y a le mur d'escalade que moi je vois en verre, sans prise possible, sans harnais, sans aide. Et puis en plus, si vous êtes maman, eh bien avec un sac à dos bien lourd de goûter, de chaussettes orphelines, et il faut grimper. Eh bien quand vous êtes en haut, la plus belle des choses, c'est de tendre la main ensuite pour aider les autres femmes à monter. Donc, je crois à la puissance de la sororité, vraiment. Moi, j'aimerais qu'on en finisse avec le mythe de la femme exceptionnelle qui réussit malgré tout. On aura gagné quand une femme réussit et c'est normal. C'est pas parce que c'est exceptionnel, c'est juste normal. Et qu'on ne lui pose pas cette question, merci de ne pas l'avoir posée. Comment concilie-t-on la vie personnelle et la vie professionnelle ? Cette question qu'on ne pose pas aux hommes. Voilà, donc moi j'ai un rêve, Nelly, c'est qu'on arrête de voir l'égalité comme un sujet en cours, qu'elle devienne en fait une réalité dans les faits, dans les chiffres, dans les mentalités. Et pour paraphraser Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Et là on s'aperçoit, aujourd'hui, à travers le monde, partout, sociétés développées comme les États-Unis ou ailleurs, eh bien, de l'extrême fragilité de la situation des femmes. Alors oui, mon plus grand rêve, c'est d'ancrer durablement cette égalité et qu'elle soit une évidence, plus une question. Merci beaucoup. Merci Nelly. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.